Bonjour Knut Schwander. Bien le bonjour. Comment allez-vous ? Merveilleusement bien. Merci d'être là ce matin. On va parler gastronomie avec vous tout à l'heure. On va parler sport ce matin avec Yann Damon qui nous a rejoint. Bonjour Yann. Bonjour. Comment ça ? Quelle belle moto. Oui. Vous avez vu, il y a un beau logo M le Média dessus. Elle va beaucoup plus vite depuis d'ailleurs. Ah t'as vu, hein, je t'avais dit. Fais-moi confiance, je t'ai dit ça va marcher. Pas de souci. Merci d'être avec nous Yann. Merci d'être là. Tu vas bien ? Très bien, merci. Oui, on va parler de toi et de tes projets en ligne de mire d'ici quelques instants. Bonjour à David Lothar. Bonjour à vous. On va parler musique, on va se plonger en 1999 dans un instant. Vous vous souvenez tous de Mambo No. 5 ? Oui. Bien Mike, il a dit... Même moi. Vous voyez, comme quoi. Ça va être la classe. Marge de progression. Ce sera d'ici quelques instants. Et merci bien sûr à Mike Pérez d'être avec nous. Mike, on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est les sports mécaniques, notamment la moto. Il lance sa saison avec en titre en ligne de mire, le titre en ligne de mire évidemment, je parle du pilote vaudois que nous soutenons et nous sommes très contents de l'avoir avec nous sur le plateau, Yann Damon, qui débute ce week-end sa campagne en 600 Super Sport avec une ambition claire, décrocher le titre de champion d'Europe, entouré d'un team resserré, soutenu par des partenaires fidèles et au guidon, une Yamaha R6 optimisé, j'ai pas dit de conneries jusqu'à maintenant, ça va. Il entame la saison sur le circuit de Rijeka, c'est en Croatie, avec l'envie de frapper fort, d'entrer. Travail, constance et stratégie. Damon veut transformer chaque course en marche vers le sommet. Ça va comme intro, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien, oui. J'ai donné des références techniques. Moi qui ne connais rien en moto, c'est pas forcément facile. Mike, au secours. Ceci dit, c'est vrai, c'est peut-être pas inutile de juste expliquer en quelques mots c'est quoi la différence entre une moto de course type MotoGP, qui est la catégorie reine qu'on voit le plus souvent à la télévision, et la vôtre. Alors, Moto GP, Moto 2, Moto 3, tout ce qu'on voit à la télévision, c'est des prototypes. Ça veut dire que c'est les marques qui développent des motos uniquement pour la piste. Donc, c'est des pièces uniques. Ce qui fait que c'est des budgets beaucoup plus élevés. Contrairement à ma catégorie où on part d'une moto à la base qu'on peut acheter dans le commerce et puis qui ensuite est améliorée pour la piste, où c'est des budgets quand même moins élevés parce que les marques peuvent amortir leurs frais en vendant leur moto au public. Parce qu'en MotoGP, ils peuvent pas le faire comme c'est des prototypes. Et ça reste en termes de performance évidemment très pointu déjà. Oui, exactement. On arrive quand même à se rapprocher à peu près des Moto 2 avec les 600 Super Sport. C'est avec les technologies, etc. On arrive vraiment à... C'est des motos qui ont vraiment plus rien à voir avec la route. À la base, on est parti de ça, mais c'est loin derrière quand même. Et après, évidemment, on va les exploiter sur circuit dans le cadre de ce championnat. L'année passée, deuxième. Comme l'objectif dans la vie, c'est toujours de faire mieux. Au moins aussi bien, si ce n'est mieux. Cette année, donc, c'est le titre qui est dans le viseur. Voilà, c'est ça l'objectif. On a fait une belle saison l'année passée. On sait que le niveau va se continuer à se relever comme chaque année, mais on continue toujours à être meilleur. Donc, le but maintenant, c'est de viser le titre et puis de montrer dès les premières courses qu'on peut le jouer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Parce que c'est ça toujours la difficulté, on peut s'améliorer soi-même évidemment, dans sa préparation, dans son pilotage, dans sa condition physique, des choses comme ça. Puis la moto, comment est-ce qu'on arrive encore à l'optimiser, à la rendre encore meilleure ? C'est tout des légers réglages, une trajectoire un peu différente, mais ça joue vraiment en termes de trajectoire à quelques centimètres, et puis en termes de réglage aussi, c'est extrêmement pointu. Ça nous donne des courses qui sont très équilibrées, dans le sens où effectivement en termes de machine, on est plus ou moins tous avec le même outil quelque part, ou bien est-ce qu'on arrive quand même déjà à mieux travailler sur la moto que d'autres ? Ça dépend, on travaille mieux que d'autres, on travaille moins bien que certains, parce qu'il y a peut-être certains qui ont des budgets plus élevés, qui arrivent à avoir une meilleure moto, mais plus ou moins on est égaux. Et puis c'est ça qui est chouette aussi, d'avoir un championnat où tout le monde peut jouer la gagne un petit peu. Après, on a aussi d'anciens pilotes de championnat du monde, etc. Donc c'est aussi stimulant de rouler avec eux. Et pour en arriver là, c'est un travail monstrueux, c'est une rigueur incroyable, des entraînements toute l'année, ça n'arrête jamais, on est tout le temps à 100%, tout le temps au taquet. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, parce que ça se joue en fait à ce niveau-là, ça se joue vraiment sur des détails, donc on peut rien laisser au hasard. Donc ça commence ce week-end ? Exactement, oui, le week-end qui arrive là en Croatie. Alors on l'a dit, l'objectif c'est d'être champion.
Mais ça passe déjà par, au moins rentrer bien dans ce championnat, faire une première course, un premier week-end de course, où on prend de la confiance, où on montre qu'on est présent, on pose à quelque part les gabarits pour le titre. Oui, c'est exactement ça. Puis au-delà d'être champion, le but c'est de chaque week-end pouvoir être en condition de gagner. Donc que ce soit avec l'équipe ou autre, de mettre tout ensemble pour se donner le maximum de chances de pouvoir l'être. Bonne chance. Alors, il paraît que la moto va mieux depuis qu'elle est collant de la média. Est-ce que tu ne veux pas en coller encore, finalement? Peut-être que c'est encore mieux. Juste, le numéro 28, c'est peut-être une question bête, mais c'est un numéro fétiche, c'est ça? Oui, c'est l'année de naissance de mon grand-père paternel qui, lui, était garagiste, donc qui a initié mon père à la voiture et puis ensuite moi à la moto. Joli symbole. Et puis avec le 8 qui représente l'infini, je le trouve aussi esthétique, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce numéro. Bon, très bien. En tout cas, merci d'être avec nous, Yann. Merci. Tu restes, t'as le temps? J'ai le temps, j'ai tout le temps. Tu pars en Croatie pour ce week-end? Mercredi. Donc ça va, on a le temps. Et donc à partir de mercredi, tu seras concentré sur la course, tu vas pouvoir voir le circuit. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voilà, alors mercredi soir, on va arriver sur le circuit, faire déjà un tour de piste à pied pour se remémorer avec les ingénieurs, etc. Le circuit, voir les différents points. Et puis après, dès jeudi, les essais libres, samedi, qualification et course 1. Et puis dimanche, warm-up et puis course 2. Okay. Donc tout va s'enchaîner très vite, c'est pour ça qu'il faudrait être prêt dès le début. Bon, bien concentré. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Allez, on va se plonger dans l'année 1999. Lou Bega, Mambo No. 5, ça te dit quelque chose ou pas? Malheureusement, non. C'est le collector et c'est avec David Letard et c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça, tu connais forcément. Ça, oui, forcément. Même Knut, il connaît. David Letard, l'année 1999. Oui, là, on a affaire à un autre champion avec le musicien allemand Lou Bega, Mambo No. 5, extrait de l'album du même nom. Énorme carton dans le monde. Il restera plus de 20 semaines en tête des ventes, dans le top 50. Je crois que c'est le record même à établir depuis 1984 pour la France. Un tsunami musical, ce truc. Impressionnant. Et la Suisse également, plus de 50 semaines dans le hit parade. Mais le véritable Mambo No. 5 ne vient pas de Lou Bega, il provient de lui. La version originale vient du roi du mambo, Pérez Prado. Il amènera un nouveau courant musical apparu au milieu des années 30, des origines qu'il va puiser dans le danson cubain. C'est une danse du 19e siècle. Et le 12 décembre 1949, il sortira en 78 tours, s'il vous plaît. On a plus l'habitude de ce nom-là, 78 tours. Mambo No. 5 et Mambo No. 8. Ces titres seront les pierres angulaires de la mambo mania qui déferlera dans les années 60 un peu partout dans le monde. Et puis, on va revenir sur Mambo No. 5 de Lou Bega, notre champion, qui là, on l'entend généralement encore aujourd'hui dans les dance floors, au karaoké, n'est-ce pas, mon cher Knut, karaoké? Bien entendu. Mais bien entendu. Lou Bega et son tube, Mambo No. 5, c'est ce qu'on va entendre et voir maintenant sur M Média. M Média, la table de Knut. Et on retourne maintenant dans les cuisines romandes. La relève s'installe avec ambition. Tout d'abord, du côté des Mossettes à Estavanance, le chef Louis-Philippe Darnaud-Guillem qui passe la main à son second, Anthony Beck, incarnant une transition en douceur pour cette saison, désormais portée par une nouvelle génération inventive. À Morges, le casino se réinvente également. 2 jeunes chefs formés au sein du prestigieux hôtel de ville de Crissier signent une cuisine raffinée et moderne, alliant maîtrise, technique et produits du terroir. Un vent de renouveau, devrais-je dire, souffle sur les grandes tables romandes de Knut Schwander. Mais le renouveau est continuel. Je me sens d'ailleurs très très proche de vous. Moi aussi, c'est un investissement de tous les instants. Je dois me préparer pour aller au restaurant, je dois aller manger. Vous devriez mettre un autocollant à M Média sur vous. Meilleur chaque année. Voilà, c'est ça, toujours meilleur. Et alors je me donne beaucoup de peine. Et j'ai donc croisé Nicolas Darnaud-Guillem qui reste alors à la pointe des Mossettes, bien entendu, puisque ça c'est son établissement phare, où il a d'ailleurs reçu un titre, le titre de Green Chef of the Year, en français bien sûr dans le texte. Et puis puisqu'il prépare des magnifiques plats à base d'herbes et de légumes de son jardin, mais on l'avait reçu
tu as cette occasion, à Estavanance, un deuxième restaurant qui s'appelle Les Montagnards, un endroit absolument charmant où on mangeait dans la vieille vaisselle avec des verres et des services qui appartenaient au grand-père d'ailleurs de Nicolas Darnaud-Guillem. Mais je crois qu'il s'est aperçu que ça faisait beaucoup de restaurants, même s'ils sont les deux en Gruyère, et il y a quand même une petite distance. Et surtout, il a un jeune chef, Anthony Beck, qui lui cuisine extrêmement bien, une cuisine savoureuse, gourmande, de terroir et à l'ancienne dans ces montagnards. Donc allez retrouver les montagnards. Nicolas Darnaud-Guillem, lui, se concentre sur la pinte des Mossettes, mais qui lève un peu le pied. Mais les montagnards, eux, restent aussi une excellente adresse. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué, il y a une grande nouvelle, puisque ce sont deux transfuges, si on peut dire, de l'hôtel de ville de Crissier, célébrissime parmi tous, qui ont repris le Casino de Morges. Alors, le Casino de Morges est un petit palais néo-baroque qui date de la fin du 19e siècle, qui est posé au bord de l'eau, qui est sur le quai, qui est précédé d'une magnifique terrasse. Et ces deux jeunes, l'un est cuisinier, l'autre est sommelier. Il faut que je mette mes lunettes pour être sûr de ne pas estropier leur nom, même si je les connais. Donc on a Thibaut Gardette, le chef sommelier pendant 7 ans de l'hôtel de ville de Crissier. Et puis Rémi Gravelaine, qui a occupé, lui, pendant 5 ans, le poste de second de Franck Giovannini. C'est pas n'importe quoi, et c'est pas n'importe qui non plus. Alors, à eux deux, ils ont repris maintenant ce très très bel établissement. Ils vont en faire quelque chose de magnifique. L'idée n'est pas de concurrencer Crissier, mais de faire une très très belle brasserie, avec notamment un pâté en croûte, je l'ai vu, il est magnifique, avec des filets de perche, bien sûr, on est au bord du lac, avec un bœuf Wellington, donc des très très beaux plats de recettes traditionnelles que je vous recommande tous d'aller découvrir. Très bien, une nouvelle belle adresse à découvrir. Il succède à monsieur et madame Pontet, qui ont géré des années le Casino de Morges, effectivement. Et qui ont fait vivre ce très joli lieu. Maintenant, bon, il y a c'est monsieur André Hoffmann, qui est aussi un des investisseurs de l'hôtel de ville de Crissier, qui a racheté la société Casino de Morges, et qui a bien sûr des projets aussi de rénovation du lieu. Je crois qu'on peut se réjouir pour ces projets. Enfin, les Morgiens, en tout cas, peuvent se réjouir ces prochaines années. Très bien. Ouais, magnifique. Oui, vraiment. Magnifique, effectivement. Et un petit air de vacances, comme ça, quand on est... Exactement. Très belle terrasse. De Morges, effectivement. Merci pour ces bonnes nouvelles gastronomiques. On vous retrouve tout à l'heure, mon cher Knut. Vous restez avec nous, de toute façon, on va vous garder bien au chaud, mais tout à l'heure, 9h20, on va parler de Lausanne à table. Exactement, avec Marine Gasser, qui en parle très très bien et qui va nous dévoiler le programme qui vient d'être révélé il y a quelques jours. Donc je me réjouis de l'accueillir ici et puis de parler de ce très joli programme qui est jalonné de très beaux moments, gourmands, parfois très insolites, parfois inattendus. C'est très bien. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est pas nous qui allons la faire, la moto. C'est pas nous qui allons la piloter, qui allons la conduire. C'est Yann Damon qui est avec nous, qui se prépare. Alors, déjà physiquement depuis un bon moment et psychologiquement aussi. Une grande course qui aura lieu parce que la saison démarre ce week-end, c'est ça ? Ce week-end, exactement. En Croatie, on le disait tout à l'heure. Comment on se prépare ? Alors, physiquement, on se prépare, on va y revenir d'ici quelques instants, mais psychologiquement, comment on se prépare ? Et on doit rester zen, on doit faire du yoga, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est vrai que la première de la saison, c'est toujours un petit peu spécial parce que c'est le moment de se confronter aux autres après l'hiver de préparation. Il y a aussi des nouveaux pilotes qui arrivent. Et pas paniquer là. Non. Puis il y a aussi une histoire de hiérarchie sur la piste, de tout de suite faire comprendre aux autres dès les premiers essais libres qu'on est là et puis qu'on a notre place. Ça, c'est très... Dans un sport comme ça, c'est très important de se faire sa place tout de suite. Pas faire chier, quoi. Non, exactement. Tout de suite se montrer dangereux, ça c'est important. Donc psychologiquement, rester calme mais rester quand même agressif. Donc tu dois montrer les crocs. Exactement. Tout en étant respectueux. Voilà. Ouais. Pas simple, hein. Non, parce qu'il faut effectivement se faire sa place, surtout quand on est jeune et qu'on se frotte à des vieux loups, parce qu'il y en a quelques-uns, des vieux loups qui viennent là. Comment on fait pour vous suivre ? Parce que ça, c'est aussi toujours la difficulté, c'est que ces compétitions, quel que soit le sport, qui ne sont pas forcément très médiatisés, ultra médiatisés, c'est compliqué de pouvoir vous suivre. Oui, alors c'est compliqué, surtout que ce championnat, alors ils sont en train de le relever. Là, c'est le 3e championnat le plus important au monde, mais avec un gap immense par rapport aux 2 premiers qui sont Superbike et MotoGP. Le championnat est en train de travailler beaucoup pour l'année prochaine, avoir des courses télévisées. Cette année, il n'y a pas encore, mais sur les réseaux sociaux, etc., je mets toujours des liens pour que les gens puissent suivre ce qu'on appelle le live timing, pour pouvoir suivre le classement en temps réel. Et puis, j'essaye le plus possible
partager avec les gens. Aussi, j'ai eu l'occasion de faire un repas de soutien où après je crée un groupe WhatsApp par rapport à ça, des supporters qui suivent et puis je mets tous les jours, je mets des choses quand je suis en week-end de course pour tenir informer les gens. Oui, parce que comme ce que soulève Mike, c'est hyper important parce que si on n'arrive pas à faire parler de soi un peu plus grâce aux médias, les soutiens c'est compliqué, hein, parce qu'il faut prouver ce qu'on fait, etc., voilà. etc. Tu l'as dit, les repas de soutien, etc. En fait, c'est un travail titanesque, hein, finalement. Ouais, en fait, il y a l'aspect sportif qui, oui, prend du temps, mais Faut se vendre. Ouais, c'est ça. Se vendre, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, ça c'est du boulot. Hein. Et puis c'est vrai que faut faire toute cette partie aussi. L'hiver est beaucoup consacré à ça parce qu'après pendant la saison, il faut se consacrer beaucoup plus aux entraînements et aux courses. Donc c'est vrai que c'est un sport à 360 degrés. Et là, tu as des partenaires qui te suivent depuis un voilà, moment. Tu as la chance d'être bien entouré. Hein, aussi. Oui, et puis aussi avec le titre de vice-champion d'Europe l'année passée, il y a eu des partenaires plus importants qui font partie de l'aventure cette année. Il y a aussi plus de gens qui soutiennent à titre individuel, que ce soit au repas de soutien ou individuellement. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement précieux d'avoir ces personnes derrière moi. Que ce soit au niveau financier et que ce soit aussi pendant les week-ends de course, de savoir que derrière moi il y a beaucoup de gens qui croient en moi, ça donne une stimulation en plus. Alors on a parlé de l'aspect économique, on a parlé de l'aspect psychologique et puis alors physique, alors au niveau préparation, tous les jours tu dois t'entraîner. Oui, alors je prends quand même un jour de repos par semaine, mais sinon c'est beaucoup de cardio, c'est un sport d'endurance, quand même un petit peu de renforcement. Ouais. Mais énormément de stretching aussi pour rester très élastique. Donc oui, c'est 6 jours par semaine, des entraînements à chaque fois variés pour rester en forme et être à 100%. Bon, t'es prêt pour dimanche? Tu te sens Oui, je suis prêt, je suis confiant, relativement impatient, mais quand même avec le calme nécessaire. Donc je me sens bien, l'équipe travaille bien. Donc je pense qu'on a toutes les chances de bien faire. Bon, tu reviens nous voir bientôt? Avec grand plaisir. On compte sur toi pour... on te tient les pouces, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait, à part la victoire? À part la victoire, non, d'être toujours en condition de gagner, qu'on travaille bien dans la bonne direction, qu'il y ait une bonne ambiance, et puis que tout le monde dans l'équipe soit content, et puis voilà, que tout se passe bien, et puis qu'on arrive à travailler de la bonne manière. Bon, fonce, mais sois prudent, hein, quand même. Exactement. On compte sur toi. Et on se réjouit de te revoir très bientôt. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Et on relaiera évidemment les performances. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai que si on arrive à mettre le logo M le Média le plus haut possible dans le classement, c'est encore mieux, effectivement. Voilà. Merci Yann. Allez, tout de bon pour toi beaucoup. En tous les cas. Merci d'être venu nous trouver. Bonne journée. Tu sais, tu viens quand tu veux, t'es à la maison. Merci beaucoup. Et on te tient les pouces et on est de tout cœur avec toi et continue comme ça. Merci. Merci, à bientôt. Salut Yann, vous restez avec nous. On va revenir dans un instant pour parler des Family Games. Ça se passe du côté de Lausanne. C'est 46 disciplines sportives à découvrir gratuitement. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. Donc c'est quoi votre truc? Vous ne bougez pas. À tout de suite. Où tu veux.